Coup de filet de la gendarmerie dans la commune de Mpal à Saint-Louis. 4 personnes arrêtées pour vol de bétail et recel. 3 d'entre eux seront présentés au procureur jeudi prochain. Ouentit, le département de Kaolack à la recherche de 87 enseignants. Un déficit que l'inspection de l'éducation et de la formation veut combler, même si les résultats ne sont pas si mal que ça, selon l'IFA. Début ce soir des festivités de Noël avec la messe de minuit. La célébration de la naissance du Christ, c'est aussi des moments de solidarité et de partage. À suivre un reportage sur les préparatifs. Dans la seconde partie, le sport avec le projet de la FIFA Football for School, projet lancé aujourd'hui à Ziguinchor. L'objectif de la Fédération sénégalaise de football, maintenir les enfants à l'école en leur permettant de vivre leur passion pour le foot. Les détails, ce sera dans la page des sports de Abdou Diouf Junior. Le tour du web avec Omar Mbow. Bonne santé Salimata Ao en rediffusion, la chronique de PSK. Et puis l'invité rétro, Adam Awad, directeur général de Financial Afrique. Au menu, le bilan économique de l'année 2019. Hassan Diouf assure la partie technique de ce 22h. Bonsoir et bienvenue. 4 individus arrêtés par la police dans la commune de Mpal, par la gendarmerie plutôt dans la commune de Mpal, région de Saint-Louis. Ils sont poursuivis pour cambriolage, vol de bétail et recel. Un d'entre eux a été relâché. Les 3 seront présentés au procureur de Saint-Louis jeudi prochain. Les détails avec Mohamed Nabissila. L'exploitation de renseignements suite aux multiples plaintes enregistrées à Pal a abouti à l'arrestation de 4 personnes suspectées par les gendarmes d'avoir cambriolé plusieurs boutiques et importé du bétail dans plusieurs localités du pays. Ils ont participé à plusieurs gangs de vol en réunion, recel et braquage. L'un d'entre eux a été libéré après audition pour absence de preuves, ce qui porte à 3 personnes actuellement gardées à vue à la brigade de la gendarmerie territoriale de Saint-Louis. Ils seront présentés devant le procureur de la République ce jeudi. Tous les 3 sont bien connus des services de sécurité selon les populations qui les considèrent comme des multirécidivistes connus pour des délits divers. 2 des 3 gardés à vue sont de la commune de Pal et le 3e habite la commune de Fass-Ngom. Toutefois, les enquêteurs n'ont pas établi de lien entre ces brigands et les auteurs du braquage de la station EDK Oil soldée par un mort. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Nous quittons le nord pour le centre du pays, le département de Kaolack, où un déficit de 87 enseignants est noté. L'inspecteur de l'éducation et de la formation est à la recherche d'enseignants pour combler le gap. Malgré tout, ces problèmes, de bons résultats sont enregistrés dans l'IF de Kaolack selon les autorités en charge de l'éducation. Les détails avec Ibrahim Adjamé. L'excellence au cœur de la fête de l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaolack département depuis 2017, de réelles performances ont été enregistrées à en croire les autorités dans les examens au niveau du primaire et dans le moyen. Ndeye Diarambay, inspectrice de l'éducation et de la formation de Kaolack département. Nous célébrons la journée de l'excellence parce que nous avons fait un grand bond durant les examens scolaires. Au CFE, en 2017, on était à 45%. Maintenant, cette année, nous sommes à 52%. Nous avons fait un bond de plus de 6 points au CFE. Au BFM, nous sommes aussi partis de 28% pour arriver en 2019 à 48%. Là aussi, c'est un bond de plus de 20 points. Des résultats obtenus en dépit des contraintes liées au déficit d'enseignants et à l'étendue de la carte scolaire relativement vaste et dense. Nous avons un département très vaste. Nous avons un nombre d'écoles de 237 écoles élémentaires. Donc tout ça pose problème du point de vue de la coordination et de l'encadrement. Nous n'avons pas assez d'enseignants, mais nous attendons les nouveaux sortants. On avait un déficit de 87 enseignants. La circonscription départementale de l'éducation et de la formation de Kaolack est sous le contrôle d'une dizaine d'inspecteurs dont chacun assure un district. Et en ce qui concerne la dotation en matériel logistique et de transport, rien à signaler selon l'inspectrice. Cette fête de l'excellence a été parrainée par le maire de Latmingué, Dr Macoumba Diouf, qui a suggéré la réalisation de jardins-écoles en milieu scolaire. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. Il est 22h, passé de 4 minutes à la cathédrale de Dakar. RFM 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir.
La naissance de Jésus-Christ célébrée ce mercredi 25 décembre, mais déjà ce soir sera célébrée la messe de minuit. Vous pourrez donc suivre sur la RFM celle dirigée par l'archevêque de Dakar, la cathédrale du Souvenir africain. Une messe que nos équipes sur place vous feront donc vivre en direct et en intégralité. Noël, c'est la prière, mais aussi les réjouissances. Nous avons rendu visite cet après-midi à des familles qui s'attellent à la préparation de plats copieux. Ils seront ensuite partagés avec les voisins, amis et parents musulmans. Le reportage à Ouakam, Doumou Djegagnan. Noël bat son train à Ouakam. Chez la famille Diatta, c'est l'heure des préparatifs du dîner. Un coup d'œil sur les lieux où poulet, oignons, farine, entre autres, servent de décor, nous projette sur la diversité des mets. Marie-Céline, mère de cette famille, nous liste le menu. Il y a des pizzas, il y a des feuilletés, il y a nem, on prépare des poulets, de la viande de porc, il y a le gratin pour le plat de résistance, il y a des crudités, entrées, il y a tout, il y a concombre, tomates et tout qu'on doit faire pour aujourd'hui. Assise sur sa natte de prière, Safia Toundoy, qui s'apprêtait à se rendre dans la cuisine, a fait savoir que les familles musulmanes aussi fêtent Noël. Nous sommes musulmans, mais comme les catholiques, nous célébrons Noël. C'est aussi un moyen pour pouvoir retenir les enfants à la maison. Et en cet honneur, nous préparons des mets particuliers comme des poulets braisés, des poulets grillés accompagnés de frites, bref, dignes d'un dîner. Au Sénégal, cette célébration de Noël dans l'harmonie et l'ambiance est signe du dialogue islamo-chrétien, témoignent les citoyens. Au mot Diagagnan, il faut garder les poulets grillés pour Jo Marron que vous allez retrouver ce soir en direct de la cathédrale du Souvenir africain pour vous faire vivre en direct la messe de minuit. De la farine enrichie pour lutter contre la malnutrition dans les communes d'Adeyan, Niagis et Boutoupa Kamarakunda dans la région de Ziguinchor. Une initiative de l'USAID Kaolor à travers son projet dénommé Grenier des enfants. Les explications d'un des ingénieurs du dit projet, Ismaël Assi, au micro de Laminba. C'est mettre en place, emmagasiner beaucoup d'ingrédients quand même afin de fabriquer de la farine composée et donner aux enfants afin de lutter contre la malnutrition. Ces intrants sont le mil, le maïs, le niébé, l'arachide, mais aussi le sucre. L'objectif de ces greniers, ce qu'on cherche, c'est la pérennisation. Donc tout le monde amène au moment où il y a les récoltes afin quand même à chaque période de l'année, on peut prendre ces ingrédients et fabriquer la farine afin de donner aux enfants. Donc l'important, c'est de lutter contre la malnutrition tout simplement. Quand on dit farine composée, c'est quand même une farine qui contient beaucoup de nutriments qui sont très importants pour la nutrition des enfants. Non loin de là, nous restons dans le sud du pays, à Kolda, où les recettes douanières ont presque atteint le milliard de francs CFA en 2019. Avec ces 13 unités mobiles, la subdivision régionale de la douane de Kolda veut atteindre le milliard en 2020. La correspondance de Abdoulaye Diallo. Les recettes douanières se portent bien si l'on se fie à la déclaration du lieutenant-colonel Georges Silva, chef de la subdivision régionale des douanes de Kolda. Les résultats sont de l'ordre de 124 millions en termes d'amende. Nous avons presque à mi-chemin atteint les résultats de l'année dernière. C'était de 120 millions de recettes contentieuses, mais cette année-ci, au mois de novembre, on a dépassé largement ces résultats-là. Le poste de Kalefourou, situé à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, est le plus grand pourvoyeur de ces recettes. Lieutenant Wali Claire Diouf est le chef de poste des douanes de Kalefourou. Au niveau de Kalefourou, cette année, on a réalisé des recettes de 728 millions. À la date du 15 décembre, par rapport à l'année passée, nous étions à 628 millions. Donc les recettes se portent à merveille. Nous sommes la première unité pourvoyeuse de recettes au niveau de la direction régionale du Sud. Et on espère avec l'avènement du poste juxtaposé de Boundoufordou, on parviendra à arriver à 1 milliard. C'est l'objectif pour l'année 2020. Les nouvelles réformes qui ont érigé des brigades en poste et le renforcement de la logistique
logistique et des moyens humains ont en partie encouragé l'obtention de ces résultats. Oui, c'est dû quand même à l'augmentation des ressources, notamment la dotation des véhicules de service par la Direction générale des douanes. Au niveau de Kolda, nous avons reçu 5 véhicules. Mais aussi, il y a l'affectation de presque d'une cinquantaine d'agents au niveau de la région. Financé par l'UEMOA, le poste de contrôle de Bundufourdu, récemment inauguré sur le corridor Conakry-Dakar, entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des douaniers et par ricochet augmenter les recettes douanières. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Du sud, nous revenons au centre du pays, précisément à Diourbel, où les maires de la région sont invités à délibérer pour la création de dépôts d'ordures réglementaires. Ils pourront, ces dépôts, ensuite alimenter le futur centre d'enfouissement technique de Touba, un centre en construction. L'appel a été lancé par le chef de service régional de l'environnement, Abdourahmane Dour, au micro de Babacar Diouf. C'est vrai qu'au niveau de la région de Diourbel, nous avons un seul centre intégré de valorisation des déchets, qui même n'est pas encore en fin de programme. C'est en phase de construction. Cependant, on a dépassé les 70% d'exécution. Et ce centre intégré de valorisation des déchets a une capacité qui va dépasser tout bas. En réalité, il sera donc question, quand on va mettre en œuvre ce programme, comment faire pour élargir donc la zone d'intervention de ce centre intégré de valorisation des déchets. Les points de regroupement normalisés se trouvent exclusivement aujourd'hui à Touba. Mais il se pourrait que dans la mise en œuvre, qu'on puisse mettre en place au niveau des autres collectivités territoriales de la région des points de regroupement normalisés à partir desquels donc on va acheminer les déchets vers Touba. Mais c'est l'occasion donc de lancer un appel aux collectivités territoriales de la région de Diourbel. La décharge contrôlée est indispensable pour une bonne gestion des déchets. Les collectivités doivent prendre en compte des délibérations pour au moins indiquer des zones où les déchets vont être acheminés, que ces déchets soient contrôlés. Et cela leur permettrait même, avec les financements existants, de trouver des petites pistes de valorisation de déchets qui vont donner donc des emplois au niveau de ces collectivités territoriales. Vous venez d'entendre Abdourahmane Dour, chef de service régional de l'environnement à Diourbel. Mot en politique, Khalifa Sall qui est annoncé au domicile du président Abdoulaye Wade ce mercredi. Demain donc, l'ex-maire de Dakar en visite à l'ex-président de la République du Sénégal. Ce sera à partir de 10h à son domicile situé sur la corniche ouest de Dakar où il est 22h passé de 13 minutes. Nous recevons le président Abdou Diouf dans ce journal. On parlait d'ex-président. C'est un ancien président qui arrive dans ce studio. Abdou Diouf, bonsoir. N'est-ce pas? Bonsoir Youssouf Bodian. Le football d'abord pour démarrer avec le programme FIFA Football for School lancé à Ziguinchor. La Fédération sénégalaise de football veut retenir les enfants dans les écoles et leur permettre d'y pratiquer le football, une approche qui entre dans le cadre de la formation de jeunes talents à partir de la base. Maya Sinmar, directeur technique de la Fédération sénégalaise de football, au micro de Lamine Ba. Nous sommes maintenant en train de développer le football à partir de la base. Parce que nous avons maintenant des moyens pour le faire. Parce que ça demande énormément de moyens. Et qui dit développement, dit naturellement les jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'établissement scolaire constitue en tout cas le maillon dans lequel effectivement on peut trouver la plupart de nos jeunes. Et c'est pourquoi effectivement ce projet Forward est une jonction également aussi du projet de la FIFA. Parce qu'en fait c'est le Football for School. Parce que c'est un projet donc qui a été édicté par la FIFA depuis l'année dernière. Nous avons reçu donc une dizaine d'experts de la FIFA l'année dernière pendant 10 jours et nous avons travaillé avec des établissements à Dakar pour mettre en place des séances d'entraînement et des vidéos. Et nous sommes le seul pays africain effectivement à avoir eu cette visite-là de la FIFA. Le Sénégal a été choisi pour ça. Et ça également aussi c'est une chance, compte tenu effectivement des résultats encore que nous avons mis effectivement au niveau des jeunes. Parce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, les enfants fuient l'école et retrouvent le ballon dehors. Et il faut ramener maintenant le ballon dans l'établissement pour effectivement fixer les jeunes dans l'établissement. C'est ça en fait le but du projet. Donc FIFA Football for School. Et nous, aujourd'hui, ce projet-là, comme nous l'avons dit, nous avons voulu le mettre en place, mais en commençant d'abord par les régions, en choisissant effectivement Ziguinchor. FIFA, donc Football for School, des talents qui pourraient certainement jouer un jour au stade de Guédiawaye, où il y a un problème dans le planning donc, des matchs. Un problème qui a été dénoncé par l'ASC Espoir. Khalifa Gueye, le gérant de cette infrastructure, rappelle aux acteurs les différents efforts consentis par la ville. Il les appelle à la retenue. Khalifa Gueye au micro de Salif Sow.
délaissant que la ville, au-delà même de la subvention qu'il les accorde chaque année, il leur accorde une subvention. Au-delà de ça, il les accompagne dans la mise à disposition pour leur permettre d'avoir des séances d'entraînement au niveau de cette infrastructure. Je crois qu'en termes d'accompagnement, la ville leur donne chaque semaine 3 séances de 2 heures de temps. Si on le calcule en termes d'argent, ceci dit, ça avoisine les 2 500 000 par an. Ce n'est pas une chose simple que la ville fait à l'endroit de ces clubs-là. Je crois que ces gens-là doivent être beaucoup plus responsables et cette infrastructure ne les appartient pas. Pour leur intégration dans le comité de gestion du stade. Pour leur intégration dans le comité de gestion, ça c'est pas de mon ressort. Ils n'ont qu'à interpeller l'autorité. Direction maintenant à l'étranger pour parler toujours football avec Watford en Angleterre, le club d'Ismaïla Sarr qui recrute un sauveur. Éric Roy est loin d'être le Messi. Le tout nouveau directeur sportif des Hornets doit éviter la relégation tout de même. Le Niçois de 52 ans a signé un contrat qui dure jusqu'à la fin de la saison. Watford et Ismaïla Sarr n'ont que 12 points depuis le début de la saison, de cette présente saison. Ils sont derniers au classement de la Première Ligue anglaise. Ils n'ont gagné que 2 matchs, dont une toute première victoire à domicile. Mais ô combien importante cette victoire contre Manchester United, 2-0. C'était dimanche dernier pour le compte de la 18e journée. L'opération de sauvetage démarre donc avec Éric Roy, ancien footballeur qui a joué à Sunderland dans les années 90, disons vers la fin des années 90. Watford face à la surprenante équipe de Sheffield United. Jeudi, pour le Boxing Day, Sheffield est 5e avec 28 points plus 6. Justement, le Boxing Day, le lendemain de Noël en Angleterre, il y aura également un choc Liverpool-Leicester. Les Reds se déplacent jeudi au King Power Stadium pour y rencontrer leur dauphin, Leicester. 10 points séparent les deux formations. Liverpool, le Sadio Mané est devant avec 49 points plus 28. Leicester est deuxième avec 39 points plus 27. Le troisième, Manchester City, avec 38 points plus 30, joue le lendemain contre Wolverhampton. Ce sera à Molineux. Et puis Jürgen Klopp qui lance des pics à Carlo Ancelotti, le nouveau coach d'Everton. Le technicien de Liverpool a lancé à l'endroit de son nouveau voisin, je cite, « Allez, c'est Noël, je souhaite bonne chance à Carlo Ancelotti ». Fin de citation. Tout le monde connaît, Youssouf, l'ampleur de la rivalité entre Liverpool et Everton, qui sont dans la même ville. Everton, pour son premier match sous l'ère Ancelotti, va recevoir Burnley au Goodison Park. Everton est 15e avec 19 points. Les autres championnats, disons les grands championnats, reprennent en janvier prochain. Merci Abdou Diouf, vous pouvez tranquillement retourner dans votre palais, même s'il est imaginaire. Le tour du web sur RFM. C'est avec Omar Mbou. Bienvenue. Serigne Modokara veut qu'on change la constitution et le nom du pays. Une information de plusieurs sites. Budset.com, igfm.sn, seneweb.com parle d'une surprenante proposition de Kara. Pour le marabout, le pays doit s'appeler Mbakebari. Mieux, il estime que le Sénégal doit aussi avoir sa propre monnaie qui portera le nom de Bari. UEMOA, des mécanismes adoptés pour stabiliser l'éco. L'Eral.net informe que le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Tchemoko Mélié Koné, a annoncé qu'un remaniement profond a été fait sur les accords de coopération monétaire liant les États membres de la zone France vers une large coalition entre Aïda Mbodj, Khalifa Ababakar Sall et Serigne Mansour Sy Djamil. C'est le titre phare qui barre la une de Métro Dakar. Le site informe que le silence de l'ex-maire de Dakar n'est pas fortuit. En effet, Khalifa Ababakar Sall travaille à la mise en place d'une grande coalition politique. D'ailleurs, le site confirme qu'il a rencontré hier le marabout politicien Serigne Mansour Sy Djamil, chef du parti Bosduniak et l'ex-édile de Bambey, la députée Aïda Mbodj. Selon nos confrères, Khalifa Ababakar Sall prépare une sortie médiatique avant d'entamer une tournée nationale. Facture d'eau impayée de Dakar Demdik, la direction générale des monts. Titre de Budset.com. Le chargé de communication de la société Kambatuko Mendy confirme que ce désagrément est occasionné par un problème technique au niveau de la SDE dans toute cette zone. Dans un communiqué écrit par la société Dakar Demdik, il est à préciser que le dépôt de Mermoz n'est pas la seule victime. Les Sénégalais ne sont plus séduits par les fêtes de Noël, estime le site du groupe Futur Média.
Après un reportage fait à Petersen comme au marché Sandaga, 2 places marchandes parmi les plus réputées de la capitale sénégalaise, rien ou presque ne renvoie à la fièvre marchande qui caractérisait les fêtes de Noël il y a de cela quelques années. Les violences contre les journalistes, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, par le biais de son secrétaire général, Cheikh Bamba Kassé, vient d'adresser une lettre de protestation au gouvernement. La lettre a été déposée ce mardi 24 décembre au secrétariat du ministère de l'Intérieur. Une information de IGFM.sn. Actualité hors de nos frontières sur RFI.fr. Attaque meurtrière au Burkina Faso. 35 civils ont perdu la vie, 7 militaires ont été tués et au moins 80 assaillants abattus. Football féminin. Moustapha Gaye redevient le sélectionneur de l'équipe nationale féminine. Information à retrouver sur YouSport. Tour du web, c'est fini. Santé, Salimata Awa. Bienvenue. Le stress, une accumulation de sentiments, un réflexe qui peut se décomposer en 3 phases, l'alarme, la résistance et l'épuisement. Bonjour à tous, je m'appelle Mme Aminata Ndong. Je suis conseillère en psychothérapie à House of Hope. Le stress peut se manifester de différentes manières. On voit que chez certains, ils n'ont plus envie de faire les activités qu'ils faisaient avant. Chez d'autres, ils n'arrivent plus à dormir. Voilà, ils ne mangent plus normalement. Ils ne parlent plus avec leurs amis. Ils n'ont pas cette capacité de gérer les relations amicales et peu importe la nature de la relation. Selon les spécialistes, la meilleure façon de gérer le stress est de communiquer et essayer de déverser sa bile. Moi, je dirais tout simplement qu'il faut en parler parce que quand on a quelque chose qui nous pèse sur le cœur et qui nous stresse, il faut se libérer de ce stress-là parce que quand on le garde au fond de soi, c'est ça qui amène les complications. Un stress qui n'est pas soigné peut entraîner des pathologies graves telles que la dépression. Les complications peuvent aller d'un stress aigu à un trouble de stress post-traumatique, allant du trouble de stress post-traumatique à des troubles psychotiques et ça mène à la folie. Donc je me dis que quand une personne est stressée, la personne doit en parler. Soit faire des activités qui peuvent libérer cette personne-là du stress qu'elle a au fond d'elle. Des solutions existent, par exemple, changer d'environnement pendant quelques jours, la natation aussi, mais l'échange avec une personne reste la meilleure solution. C'était tout pour Bonne Santé. Rendez-vous demain pour un autre numéro. On est mardi, c'est le jour de la chronique de Pape Samba Kane, chronique que je vous propose en rediffusion. Nous n'entrerons pas dans le débat technique rageur qui excite déjà les esprits sur le passage annoncé du CFA à l'écu dans l'espace UEMOA en 2020. Non pas seulement parce que c'est trop tôt pour en savoir assez sur une opération forcément complexe, encore que cela devrait être suffisant pour que tout le monde garde la mesure, non parce que je suis une sorte d'analphabète en matière économique, encore que là aussi voilà une raison bien suffisante, non pas également parce que les vrais spécialistes, comme les pseudos, et je ne parle pas des matuvus, personne parmi ceux qu'on entend ou lit sur la question n'est d'accord avec l'autre sur oui ou non, c'est une bonne chose. Ce qui, finalement, est l'unique préoccupation du chaland. Et là encore, c'est plus que suffisant pour ne pas ajouter à la confusion. Seule question qui va m'échapper, sans que je ne puis rien y faire, croyez-moi, c'est pourquoi a-t-on nommé cette monnaie ECO? Et je vais vous dire pourquoi je me pose une question aussi bête, qui vous paraîtra d'autant plus naze si je vous disais que je ne la pose ni pour des soucis d'efficacité, ni pour quelques préoccupations pragmatiques, mais juste pour une question esthétique. Cette appellation ECO n'est ni belle, ni originale. Et ceux qui me renverraient au dicton, les goûts et les couleurs, etc., je les inviterai à se pencher sur l'identité de cet ECO en relation avec toutes les autres monnaies du monde. Presque toutes ont une identité clairement affichée. Le rial ressemble absolument à son pays d'origine, l'Arabie Saoudite. Le yuan ressemble à la Chine, le yen au Japon. Le dollar est un vrai kawaii, la livre sterling est sans équivoque anglaise. L'euro, n'en parlons pas, qui affiche effrontément son identité. Le dirham parle marocain. Le roupie n'est qu'indien. Le dinar a une double ou une triple nationalité, mais ressemble bien à Bahreïn ou à l'Algérie. Le rial brésilien et le peso argentin ne se perdront jamais nulle part au monde. N'en jetons plus, qu'est-ce que cet ECO a d'africain? Rien, bien évidemment.
Bien sûr, je vois d'ici quelques esprits mieux organisés que le mien penser que ceci n'est pas une question essentielle. Je leur laisse cette responsabilité à l'heure où toute cette agitation anti-française n'est au fond portée que par une rageuse et compréhensible quête d'identité. Et sur ce chapitre, comme pour cette chronique, je vais finir par là où ça fait le plus mal. Ce qui me gêne encore avec cet écho, c'est que ce nom semble dériver directement de l'ancêtre de l'euro. La première monnaie de l'Union européenne était dénommée ECU, officiellement, acronyme certes, de European Currency Unit. Mais à l'évidence, elle empruntait son nom à l'écu, monnaie française du Moyen-Âge, ayant eu cours jusque dans les temps modernes. Je crois qu'on aurait pu se creuser un peu la tête et trouver une appellation à cet écho qui fasse écho dans notre histoire, notre imaginaire, nos végétaux, nos héros, notre géographie, n'importe quoi de chez nous. L'écho. J'espère qu'on n'a payé personne pour ça. RFM, l'invité. L'invité rétro, Adama Wade, directeur général de Financial Afrique. Au menu, le bilan économique de l'année 2019, entretien avec Makumba Bey. Merci beaucoup, merci. Notre invité donc est Adama Wade, directeur de Financial Afrique. Bonjour, M. Wade. Bonjour, Makumba. Alors, si on devait commencer par peindre un tableau de l'activité économique du Sénégal, qu'est-ce que vous diriez? Voilà, on va commencer d'abord par les équilibres macroéconomiques en disant que le Sénégal va faire une croissance de plus de 6% en 2019 et selon les projections contenues dans la loi de finances 2020, une croissance de 6,8% en 2020. Si on s'arrêtait à ces deux indicateurs, on va dire que tout va bien. Maintenant, il y a sur toute l'année 2019, on sent une certaine persistance de hausse sur des produits de consommation de base et des produits de première nécessité comme le ciment, l'électricité, etc. Donc ce sont là autant de hausses qui se répercutent sur le pouvoir d'achat des citoyens. Donc je dirais en un mot qu'il y a une bonne tenue des indicateurs de croissance, mais de l'autre côté, il y a des tensions sur les prix, le panier de la ménagère. Oui, donc pour vous, il y a deux aspects principaux qui se dégagent, c'est-à-dire la croissance assidue et les suppressions de subventions. De quoi les suppressions de ces subventions-là sont-ils le signe? En fait, donc, il y a effectivement ces deux indicateurs. Maintenant, la question fondamentale, c'est de voir est-ce que cette croissance va améliorer le niveau de vie des populations, augmenter le pouvoir d'achat, élargir donc l'inclusion économique et sociale au reste des populations. Quand on voit le programme présidentiel, c'est ça l'objectif en fait, c'est le social, c'est vraiment raccorder le maximum de Sénégalais à la prospérité économique et c'est là toute la question. Maintenant, il y a des niveaux, des indicateurs à observer comme par exemple la dette parce que la capacité de l'État à investir, à construire de nouvelles routes dépend aussi de ses moyens, de son budget, de son taux d'endettement. Et là, c'est des questions clés. Donc, je dirais que 2019 a été une année de challenge sur ce plan-là, sur le plan des indicateurs de la dette qui sont maintenus quand même dans des ratios qui sont en deçà des limites fixées par le cadre réglementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est aussi des ratios qui ont été en fait acceptés et approuvés par le FMI qui classe le Sénégal parmi ses bons élèves. Mais toujours sur le FMI que vous évoquez, qui est derrière ces suppressions de subventions, est-ce que ça veut dire que nous avons les signes d'une économie qui n'est pas aussi performante qu'on pourrait le penser? En fait, tous les pays émergents, pré-émergents, tous les pays en développement d'une manière générale font face à cette situation. D'une part, nous avons en général une forte croissance économique parce que c'est des pays en rattrapage, c'est des pays qui doivent construire leurs infrastructures de base, qui doivent construire des routes, des logements sociaux. D'ailleurs, on voit que le Sénégal lance un programme ambitieux de 100 000 logements. Mais de l'autre côté, il y a la problématique de la dette,
du financement, des subventions que vous évoquez. Effectivement, le FMI est très sévère par rapport aux subventions, c'est-à-dire aux efforts que l'État fait pour stimuler la demande de consommation intérieure. Donc, ce sont là des indicateurs qui font qu'on ne peut pas dire que sur le plan social, par exemple, la courbe de croissance aille aussi vite que celle de la croissance économique. Mais ce ne sont pas des signes alarmants pour l'économie? Alors non, pour le Sénégal, non, on ne peut pas parler de signes alarmants avec un taux de croissance de plus de 6%. On peut parler de challenge, on peut parler de vraiment, il y a des efforts à faire au niveau du social. Il y a des efforts ou bien des politiques à adopter pour doper la consommation intérieure. Il y a des incitations peut-être, parce que moi je suis pas contre les incitations. Je pense que les incitations sont nécessaires à un certain moment. Et là, j'ai vu que par exemple la hausse sur le ciment se conjugue avec la taxe sur le ciment qui va servir par exemple à financer les logements sociaux. Ça c'est une bonne chose. D'autre part, on voit par exemple sur le secteur de l'énergie des investissements massifs. Le Sénégal a pratiquement doublé de capacité. Donc tout cela, c'est de bons indicateurs. Donc d'une manière générale, on ne peut pas, il n'y a pas de signaux alarmants, même si la conjoncture globale au niveau mondial et régional, elle n'est pas aussi joyeuse que cela. Vous semblez très tolérant envers le gouvernement sur les suppressions de ces subventions. En fait, tolérant, non. Moi, je pense que quand vous parlez de subventions, vous faites allusion, j'imagine, au carburant, vous faites allusion à certaines denrées, mais le plus important pour l'État, c'est de maintenir la tension économique, de maintenir un niveau de productivité, de maintenir l'attractivité de l'environnement des affaires et de faire en sorte que les investissements puissent se poursuivre, parce que le Sénégal a avant tout besoin de routes, d'énergie, d'eau potable, d'éducation et de santé. Donc l'État, son rôle et sa mission, c'est d'abord de fournir les services de base, et les services de base sont coûteux. Ça demande la mobilisation des moyens. Donc la politique économique de l'État est orientée vers ces objectifs-là. Alors on va parler de l'économie rurale, majoritairement concentrée dans le secteur de l'agriculture. Cette année, on a vu que les récoltes ne sont pas aussi importantes que l'on pouvait attendre, espérer. Alors, le dilemme auquel le gouvernement fait face est celui-ci. Faut-il laisser les Chinois exporter les graines du même coup, blesser un peu l'industrie locale, l'industrie nationale, ou faut-il faire gagner des profits aux cultivateurs? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, à mon avis, il n'y a pas un dilemme. Il y a un secteur, c'est le secteur arachidier, qui est à repenser, à réformer. Il y a la chaîne de financement avec un pool de bailleurs, de banques locales. Il y a donc de l'autre côté une chaîne industrielle qui avait souffert d'une privatisation qui n'a pas donné les résultats escomptés. Aujourd'hui, donc, on est en train de revenir vers un schéma avec, par exemple, la Sonacos comme acteur de premier plan. Maintenant, par rapport aux Chinois, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir de la concurrence à ce niveau-là, parce que c'est ce qui va pousser les opérateurs industriels locaux à se réformer. C'est ce qui va aussi aider le paysan, parce que le paysan, il a besoin d'écouler ses graines. Si, par souci de vouloir protéger un industriel, on empêche aux paysans d'engranger des revenus, je dirais que c'est dommage. Il ne faut pas que le paysan soit le seul à supporter le développement de l'industrie locale. Les industriels doivent se mettre à niveau et se mettre à niveau par rapport à la concurrence. Je pense que le fait qu'il y ait des acheteurs étrangers, c'est plutôt une bonne chose. On tend de plus en plus résolument vers le début de l'exploitation du pétrole. Pour ce qui concerne toujours cette industrie locale, c'est la loi sur le contenu local qui doit gérer ses intérêts et les protéger. Est-ce que vous pensez que cette loi-là, telle que présentée, offre les garanties d'un secteur privé local qui va pouvoir être florissant à travers cette loi? Oui, c'est cette loi adoptée en janvier 2019 qui est une loi vraiment fondamentale
et qui va permettre au tissu économique local de prendre part à l'exploitation pétro-gazière. Vous remarquerez que la rente pétrolière elle-même, elle n'est rien par rapport aux revenus escomptés du local content, du contenu local. Alors, la loi a été promulguée, il y a eu des journées de concertation sur cette question en juillet dernier et le chef de l'État a réitéré son engagement pour le local content. Oui, a réitéré son engagement pour le local content, mais encore faut-il qu'il y ait derrière des mécanismes d'application de ce local content, parce que là, il y a beaucoup de tensions justement autour de ces enjeux-là. C'est des enjeux financiers, mais c'est aussi des enjeux techniques. Mais ici encore, il faudrait que les PME sénégalaises soient accompagnés pour se mettre à niveau, pour pouvoir compétir et pour pouvoir présenter aussi des prestations de qualité. Parce que le local content, c'est une exigence, mais c'est une exigence qui repose sur la qualité, sur la performance aussi de notre tissu économique local. Donc, j'espère que tous les mécanismes d'accompagnement des PME et des entreprises et du secteur privé en général vont se coordonner pour essayer d'accompagner le tissu économique local dans cette optique-là. Toujours donc dans cette interview, Adam Wade, directeur de Financial Afrique, le chef de l'État a récemment dit sa volonté de voir certaines exonérations fiscales s'arrêter. Est-ce que vous faites partie de ceux qui croient qu'il gronde comme ça, mais il l'avait dit pour les cimenteries, depuis lors on ne voit pas de grands mouvements. À votre avis, est-ce que cela pourrait être une aubaine pour l'économie sénégalaise? Moi je me dis toujours que le Sénégal est en compétition. Vous savez, il y a 54 pays africains et le Sénégal présente plusieurs similitudes avec beaucoup de pays. Quand on parle d'incitation fiscale, on pense souvent aux investissements directs étrangers qui sont partie prenante dans le tissu économique local, dans l'investissement local, dans la balance des paiements. Tous les pays veulent attirer des IDE, des investisseurs directs étrangers. Et tous les pays, pratiquement tous les pays du Golfe de Guinée ont du pétrole et du gaz. Tous les pays subsahariens veulent attirer des investisseurs dans les BTP et l'énergie et aussi les services de consommation. Donc si nous voulons attirer des investisseurs et faire du Sénégal un hub, il faudrait que cela se fasse avec des incitations. Ces incitations, à mon avis, ne sont pas des pertes ou des manques à gagner. Au contraire, il faudrait les calculer par rapport au flux entrant des IDE générés. Parce que si vous n'avez pas une bonne politique d'investissement, un bon code pétrolier, un bon code minier, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs d'investissement direct étranger. Et je pense que, certes, il faut éviter les abus. Certes, chaque année, chaque loi de finances, on doit repenser. Je pense que les députés sont là et les commissions aussi parlementaires, à travers aussi les différents corps de l'État, on repense les incitations au fur et à mesure de la conjoncture, au fur et à mesure des objectifs et des orientations. On s'excuse donc pour cet entretien que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. Nous allons directement à la cathédrale du souvenir africain de Dakar pour suivre la messe qui a démarré. Nous sommes avec nos envoyés spéciaux, Jo Maron, Lamine Sawa. De cette nuit, nous sommes invités à nous mettre à l'école des bergers de Bethléem. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous aide à lire les leçons de l'histoire pour en recueillir la lumière et l'instruction divine. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Dans la bouche du prophète, ténèbres et grande lumière renvoient à un contexte de guerre et de victoire avec l'annonce d'un héritier royal qui rétablira la paix. Par-delà les aléas de l'histoire, la tradition chrétienne a vu dans cette annonce du prophète Isaïe l'avènement du Messie dont le statut répond précisément au portrait du roi berger descendant de David. C'est ce roi berger qui garantit à son peuple
des conditions idéales d'existence, comme le déclare l'oracle prophétique. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ces différents titres montrent que le roi berger a une mission de bienfaisance envers ceux qui lui sont confiés. Il est au service de la vie comme promoteur et protecteur. D'abord, en tant que conseiller merveilleux, par sa sagesse. Ensuite, en tant que Dieu fort, par sa puissance protectrice. Puis, en tant que Père à jamais, par sa tendresse. Et enfin, en tant que Prince de la paix, par sa capacité à gouverner avec clairvoyance. De la sorte, il garantit l'efficacité de sa mission pour que son pouvoir s'étende, que la paix règne et que s'affermisse le droit et la justice. À travers le message prophétique d'Isaïe, Dieu montre combien il se préoccupe des conditions qui peuvent permettre à son peuple de mener une vie digne et paisible, en toute sécurité, dans la cohésion sociale. Aujourd'hui, ces conditions pourraient renvoyer non seulement aux besoins de sécurité, mais également à la demande sociale, en raison de la pauvreté dans les milieux défavorisés et des disparités économiques qui existent dans l'échelle sociale. Notre devoir de solidarité n'en est que plus urgent, même si ce devoir ne supprime en rien le rôle et la compétence des pouvoirs publics. Frères et sœurs, face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, le roi berger nous invite aussi à l'harmonie, pour vivre dans la modestie et le respect de notre cadre de vie. Que d'efforts il nous reste encore à faire dans ce domaine pour aller au-delà de nos bonnes intentions. Nous sommes des champions pour faire des opérations coup de poing, mais c'est des opérations sans lendemain. Il faut de la persévérance, de l'endurance pour transformer ce pays. En regardant ce soir le journal télévisé et en voyant ce reportage sur toutes les saletés de notre ville, que dire sinon entendre l'appel à vivre dans la modestie et le respect de notre cadre de vie. L'apôtre Paul nous propose, dans la deuxième lecture, un programme de vie ainsi libellé. Renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, en attendant que se réalise la bienheureuse espérance. Ce qui fonde un tel programme, c'est cet événement que l'apôtre appelle l'épiphanie de la grâce. La grâce s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, écrit-il à son collaborateur Tite. À propos de cet événement en question, le pape François aime citer son prédécesseur en ces termes. Il écrit « Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI qui conduisent au cœur de l'Évangile, à savoir, à l'origine du fait chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Et le pape François de commenter, c'est seulement grâce à cette rencontre, ou nouvelle rencontre, avec l'amour de Dieu,
qui se convertit en heureuse amitié, que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l'autoréférence. Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu'humains, quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. Bien-aimés du Seigneur, en cette nuit de Noël, nous sommes au cœur de l'événement en question, à savoir, le Verbe s'est fait chair et il a établi sa demeure parmi nous. Désormais, il s'agit de le connaître, de lui devenir proche, dans un cœur à cœur qui nous construit et nous fait vivre. N'est-ce pas l'apôtre Paul qui dit « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Il doit découler de cette relation vitale avec le Christ notre recentrage sur Dieu par l'adoption d'un comportement nouveau. En effet, celui qui a fait l'expérience de l'événement de grâce choisit en toute cohérence de rompre avec l'impiété qui consiste à vivre comme si Dieu n'existait pas. Celui-là se libère aussi de l'horizon restreint des désirs terrestres qui peuvent l'enfermer dans le matérialisme. Suivant une échelle de valeurs inspirée par l'auteur de l'événement, c'est-à-dire Dieu, cet homme vit dans la perspective de l'accomplissement plénier de sa vie, porté qu'il est par la bienheureuse espérance de l'épiphanie, c'est-à-dire de la manifestation du Seigneur. Dans un sermon pour le temps de l'Avent, Saint Bernard disait « Nous savons qu'il y a eu 3 venues du Seigneur. Il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse. Puis dans l'entre-deux, il vient encore en esprit et en puissance. Et enfin, il viendra dans la gloire et la majesté. Dans la première venue, l'incarnation du Verbe, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, à la fin des temps, il apparaîtra comme notre vie. Et entre-temps, il est notre repos et notre consolation. Bien-aimés du Seigneur, que le Christ Jésus, Verbe de Dieu incarné dans la vie des hommes, soit votre repos et votre consolation. Qu'il vous inonde de sa présence, en pleine communion avec vos frères et sœurs en humanité. Joyeux et saint Noël à vous tous, dans la paix du Seigneur.